Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face aujourd'hui, je voudrais rappeler... Bonjour Didier Raoult. Bonjour. Bonjour. Je voudrais, Didier Raoult, d'abord, on vous reçoit, vous venez de sortir Homo Chaoticus, et je dois dire qu'en ce moment, les temps, au-delà, on va parler de cette révolution dans l'évolution, et en ce moment, c'est vrai que les temps chaotiques reviennent très très fort. Mais auparavant, je voudrais quand même vous rappeler, juste par rapport à... ça fait des années qu'on parle, ça fait depuis quelque temps qu'on voit ce qui se passe et que des gens qui étaient considérés, effectivement, on vous traînait plus bas que terre. Et aujourd'hui, il se passe quand même des choses tout à fait étonnantes. Je les cite pas toutes parce que ça nous prendrait du temps, mais quand même, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. D'abord, Mark Zuckerberg, c'est le PDG de Facebook, Meta aujourd'hui, et de Instagram et de WhatsApp. Il regrette, il a fait une lettre à la commission, au président des commissions judiciaires de la Chambre des représentants aux États-Unis, et il regrette d'avoir supprimé certains contenus liés au Covid-19 sous la pression de l'administration Biden. C'est intéressant, ça a été un coup de tonnerre parce qu'on ne s'attendait pas du tout que le PDG de Meta, de Facebook, fasse ça, et donc évidemment ça a été publié, et il a donné beaucoup de détails, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il a expliqué comment le genre de pression qu'il a eu pour d'autres affaires aussi, mais sur le Covid-19, il a été très très précisément pressuré, et il a cédé aux pressions de ne pas parler de telle ou telle chose. Ensuite, en Allemagne, presque en même temps, Die Welt, qui est un des plus grands hebdomadaires allemands, des courriels datant de l'époque de la pandémie de Covid-19 obtenus par Die Welt montrent que les avis du Conseil d'experts Corona ont été révisés au sein de la chancellerie allemande jusqu'à ce qu'ils correspondent à l'agenda politique. On le disait, mais c'est quand même tout à fait étonnant, c'est qu'on le dit très officiellement. Les résultats dits scientifiques de ce qu'on pouvait savoir, eh bien, il dit, par exemple, le ministre allemand de la Santé, Lauterbach, a voulu semer la peur parmi les jeunes avec un appel à la peur. Voilà, et tout ça est en train, effectivement, d'être passé partout. Et puis, last but not least, comme disent les Américains, le ministre japonais de l'Intérieur a prêté ses excuses aux personnes non vaccinées. Vous aviez raison, les vaccins tuent des millions de personnes qui nous sont chères. Il ne s'agit pas d'entrer dans la polémique vax ou anti-vax, mais de montrer quand même qu'aujourd'hui, et c'est depuis 2 ou 3 mois, c'est assez récent, il y a une vague, effectivement, de mise en question, de contestation par ceux-là même qui disaient non, c'est la doxa, circuler, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On voit qu'il y avait des comploteurs. On a dit qu'il y avait des complotistes, mais en réalité, il y avait des comploteurs. Ouais. Et on les voit petit à petit. La France, il y a eu un outing quand même de Delfrécy qui a dit que ce qu'ils avaient dit n'était pas basé sur des faits et qu'ils avaient été optimistes, en particulier sur les vaccins. Et moi-même, il m'a écrit qu'en réalité, il n'aurait vacciné que les personnes de plus de 65 ans quand même. Ouais. Il me l'a écrit. Il vous l'a écrit. Oui, Boris Johnson a échangé des courriers avec son ministre de la Santé pour dire que finalement le confinement, il allait le faire bien qu'il n'y ait strictement aucune preuve scientifique, parce que la première ministre d'Écosse l'avait fait et qu'il ne voulait pas aller contre l'avis de la première ministre d'Écosse. Donc ce suivisme d'ailleurs a été un des éléments majeurs. Moi je sais pas, c'est comme votre histoire de couteau, vous voyez, ça rebondit sur quelque chose. Il y a un mur qui est le mur de la bêtise. Si j'étais grossier, j'utiliserais un autre mot, mais qu'on n'arrive pas à casser. Vous savez, l'histoire de l'hydroxychloroquine, moi je suis stupéfait, j'avais dit à un de vos confrères, là, Bourdin, peut-être pas le plus malin, mais je lui avais dit, écoutez, si vous croyez vraiment qu'un médicament qui a été prescrit des milliards de fois, du jour au lendemain, se met à tuer les gens, c'est que on est dans une folie dont je ne sais pas quand on sortira. Vous imaginez qu'on a eu un ministre de la Santé qui s'appelle Brown, qui a fait sa thèse de médecine
sûr, l'hydroxychloroquine chez les suicidaires, ça a été utilisé chez les gens qui se suicidaient. C'est moins efficace que le Doliprane, mais enfin, on peut se suicider si on en prend suffisamment. La dose pour se suicider est supérieure à 2 grammes par jour et il faut avoir plus de 2 microgrammes par ml dans le sang pour pouvoir avoir une toxicité cardiaque. Nous, on utilisait 600 mg. Les Anglais ont publié dans le New England l'article qui fait référence avec 2 grammes. C'est des fous. Vous êtes face à un mur de la bêtise et vous savez plus quoi leur dire. Quand vous dites on prend ça depuis 70 ans et ça a tué personne et que brutalement c'est juste pour le Covid que ça tue les gens et on n'arrive pas à se faire entendre, c'est incroyable. Le mur de la bêtise à ce point, vous voyez, c'est la même chose que les couteaux. Il faut supprimer les couteaux, on mangera directement avec les mains. Vous voyez. Bien sûr. La bêtise est arrivée à un point et un point de diffusion qui est étonnant. Voilà, c'est intéressant. Mais oui, justement, Didier Raoult, d'ailleurs, même les mains, vous savez, il ne faudra pas utiliser les mains parce que les mains peuvent étrangler. Donc c'est. Non, mais de ce point de vue-là, franchement, non, mais moi j'aimerais que comment ça se fait appliquer à la science. Je rappellerai à propos de ce que vous avez dit, c'est une étude. Je rappellerai pour les auditeurs qui a été publiée effectivement dans une revue qui estime la surmortalité chez les patients atteints de Covid-19 et soignés à l'hydroxychloroquine représentait près de 17 000 décès. Alors, on avait reçu effectivement Vincent Pavin et autres qui avaient parlé de cela, et cette étude a été rétractée officiellement par la revue Biomédecine et Pharmacothérapie en disant on ne se prononce pas sur les conclusions, mais on ne peut pas. Il dit, je le cite là, il dit l'étude a suscité un important débat. On l'a rétracté pour 2 raisons principales. Premièrement, la fiabilité de certaines des données utilisées, la manière dont elles ont été sélectionnées. Les données provenant de Belgique n'étaient pas suffisamment robustes ou fiables et qu'elles se basaient sur des estimations. Deuxièmement, l'étude a fait l'hypothèse que les patients entrant en clinique recevaient des traitements comparables, ce qui est, selon la revue, incorrect. Mais dites-moi, justement, ce mur, alors il y a des murs absolument terribles, mais qu'est-ce qui fait que, malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, malgré les multiplications, on reste absolument ferme. Est-ce que c'est, alors on en a parlé déjà, mais quand même, je veux dire le mur de la connerie, mais enfin, il peut pas être aussi épais que ça quand même. Il y a autre chose. Non. Enfin, j'en sais rien. Quand il est aidé en plus pour des intérêts pour des intérêts multiples, c'est une chose. Vous voyez, et puis il y a une autre chose. Ce mur est pas complètement. C'est comme le mur de la prison du château d'If. Vous savez, ça prend très très longtemps avant de le casser. Ouais. Il gratte pendant très très longtemps, l'abbé Faria. Ou comme le mur de Berlin. Comme le mur de Berlin. Ça met longtemps. Moi, je vois quand même que ça change. Ouais. Donc, les gens finissent. Alors, dans 5 ans de ça, ils diront, vous vous rendez compte, ils ont réussi à nous faire croire qu'un des médicaments les plus utilisés au monde était devenu toxique du jour au lendemain. Ça a été publié dans les meilleurs journaux du monde. Il y a eu des promoteurs de ce mensonge inouï qui sont allés sur toutes les télévisions, alors que le ministre qui était en place savait que c'était pas vrai. Il le savait vraiment? Il le savait vraiment? Ah, mais il a fait sa thèse là-dessus. Il a fait sa thèse de médecine sur la toxicité de l'hydroxychloroquine. C'est fantastique. Il faut la lire, elle est sur Internet. C'est fantastique. Il dit en dessous de 2 grammes par jour, il n'y a jamais de problème. Et en dessous de 2 microgrammes par millilitre, il n'y a jamais de problème. On vient de refaire, nous, un article sur 2700 dosages au cours d'hydroxychloroquine au cours du Covid, on n'a jamais 2 microgrammes par ml. On dépasse jamais 1 microgramme par ml. Donc il y a un mur, y compris à l'intérieur, ce qui est pas étonnant, à l'intérieur de l'esprit du cerveau des gens, et donc dans le cerveau de ce ministre, il y avait un blocage qui était mon cerveau gauche oublie que c'est mon cerveau droit. Ouais. Et ce qui est, c'est un des mystères de l'humanité, mais c'est très connu quand même.
Oui, mais enfin, à ce point, quand même, c'est intéressant, et surtout, alors, il y a aussi, bon, on en a parlé déjà, mais il y a aussi, quand même, c'est pas rien, l'intérêt. Il y a quand même aussi la puissance. Moi, ça m'a absolument fasciné quand j'ai appris que BlackRock était actionnaire, on le sait depuis quelque temps, hein, mais de Big Pharma, enfin, de la majorité des labos de Big Pharma. Mais ce qui a été étonnant, moi, je voudrais vous parler de ça, quand même, c'est à l'homme, aux citoyens, à la science. Regardez, par exemple, Didier Raoult, il y a eu cette chose extraordinaire quand même. Enfin, moi, vraiment, ça m'a laissé pantois. Le Parlement européen, il y a un amendement qui dit, voilà, nous voudrions savoir simplement la totalité, l'intégralité, la transparence des contrats qui ont été signés par la Commission européenne avec les laboratoires Pfizer, Moderna, autres, AstraZeneca, et pourquoi pas Remdesivir, enfin bon. On voudrait savoir ça. Les 2/3 des parlementaires européens qui sont censés leur présenter ça, qu'on soit de droite, de gauche, d'avant, qu'on soit scientifique ou n'importe quoi, bah, la transparence, ça me paraît quand même la moindre des choses. Surtout cette transparence de contrat, hein, c'est pas sous microscope. Eh bien, les 2/3 des parlementaires européens ont refusé la transparence. On dit non, on veut pas savoir. Mais c'est quoi ça? Non mais je sais pas, je vais vous dire une chose. Je vais vous rappeler une chose qui est bien d'ailleurs, qui est très développée dans le livre du sénateur Kennedy, qui s'appelle Gates, Fauci et Big Pharma, que je recommande. C'est un très très bon livre. Moi, je connais bien l'histoire de l'anthrax et lui, il la connaît bien aussi. L'histoire de l'anthrax. Aux États-Unis, bien sûr, c'était du pipeau, c'était des spores qui avaient été militarisés par l'armée américaine, qui ont été envoyés, en particulier à des sénateurs qui refusaient le fait de rentrer en Irak. D'accord. Peu importe. À l'époque, le médicament qui ont été recommandés, c'est là que je m'en suis mêlé, puisque j'étais conseiller du ministre à ce moment-là, était la ciprofloxacine, qui était un médicament non génériqué, très cher, qui n'avait jamais été utilisé dans l'anthrax, alors qu'on savait très bien qu'on traitait l'anthrax avec la pénicilline. Ouais. Et la raison, moi quand j'ai demandé la raison, parce que le ministère français a fait la même chose du temps de Kouchner, et moi quand j'ai demandé mais pourquoi vous avez fait ça, on n'a jamais traité de patients ayant un anthrax avec de la ciprofloxacine. Il dit non, mais il y a un modèle expérimental chez le lapin qui marche très bien. Donc on a payé des tonnes de ciprofloxacine. Aux États-Unis, ils ont fait des silos entiers pour la sécurité, pour traiter l'ensemble de la population d'une maladie qui n'existait pas, parce qu'ils savaient, pour avoir séquencé la souche, que c'était leur propre souche qui avait été envoyée aux sénateurs et aux journalistes. Donc c'est un montage extraordinaire. Bayer en a profité pour se remplir les poches avec la ciprofloxacine en France et aux États-Unis. Et il s'est passé, tout le monde le sait, c'était en 2002 ça. Ouais, moi je l'ai écrit dans mon rapport, vous pouvez le lire dans mon rapport, ça n'a pas de sens tout ça. Mais on a refait le même coup avec le Remdesivir, c'est la même chose. Et donc on peut vous répéter et vous refaire 100 fois le coup, 100 fois vous le goberez. C'est comme les poissons. On met un petit verre avec un hameçon dedans, pouf, vous vous jetez dessus, c'est tout. Et oui, surtout quand il y a la peur, quand il y a vous allez mourir si vous ne faites pas ça, etc., etc., etc. Écoutez, non, c'est en tout cas et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre justement. Je lisais d'ailleurs, vous avez des chapitres consacrés au Covid-19, mais pour revenir au fond du problème, c'est que vous dites, je vais commencer par la fin, mais par votre conclusion quand même, et vous dites que la vie, et vous recitez Shakespeare, hein, la vie est une histoire racontée par un idiot qui ne signifie rien, mais ça signifie quand même quelque chose quand vous reparlez de la religion scientiste, quand vous parlez du fait que, et vous en avez parlé, on a parlé, que tout va à l'état-providence, qu'on ne s'occupe plus, que les maladies, ça ne concerne pas que les médecins, ça ne concerne pas les médecins, c'est nous qui allons vous traiter, vous n'avez pas à bouger, etc. Et cette évolution-là, au fond, c'est quand même une espèce d'absence totale de toute, je ne sais pas comment dire, de toute responsabilité. On a l'impression qu'on a délégué et que cette délégation, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Si vous voulez ça, j'ai pris cette phrase
pour rendre à César ce qui est à César, à Alexander Lasch, qui est un génie, qui avait écrit... Christopher Lasch, c'est ça, oui. Christopher Lasch, oui. Chez l'homme du XXe siècle, puisqu'il a écrit ça au XXe siècle, le progrès remplace la providence. C'est-à-dire qu'on ne demande plus à la providence et au progrès. Donc, ce faisant, ça veut dire que l'on n'admet plus le hasard et on n'admet plus les situations chaotiques, hasardeuses. Ouais. Moi, je vois ça depuis quelques années. C'est toujours la faute de quelque chose ou de quelqu'un. C'est pas le hasard, c'est pas la chance, c'est pas le chaos, c'est la faute de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc, pourquoi ? Parce que avant, dans la plupart des religions, au moins les trois religions du livre, celles que je connais, eh bien, il y avait les chemins de Dieu sont impénétrables. On ne sait pas ce que fait Dieu, on ne sait pas pourquoi il le fait. Et donc, on ne peut pas comprendre, on peut dire simplement, écoutez, c'est Dieu qui l'a voulu, il doit avoir une raison que je ne peux pas comprendre parce que je ne suis pas Dieu. Si vous supprimez Dieu, alors vous dites, la science doit pouvoir l'expliquer. Et la science remplace Dieu avec plus ou moins de succès. C'est-à-dire que en réalité, il reste des choses qui sont totalement inexplicables. Il y en a qui le sont. Et puis il y a des événements chaotiques, il y a des événements impondérables. Il y a la vie continue, elle continue à être ce qu'elle est, ce qu'en dit Shakespeare. C'est une histoire racontée par un fou qui n'a aucun sens. Aucun sens. On se retrouve juste après une petite pause, Didier Raoult, et on va parler justement de cet Homo chaoticus, parce que c'est vraiment fascinant. Une réaction, une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou à réagir sur notre Facebook Live. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec le microbiologiste, le créateur de l'IHU Méditerranée Infection de Marseille, Didier Raoult. Son nouveau livre, son plus récent livre, Homo chaoticus, et c'est le cas de le dire, justement devant les certitudes et les lignes tracées, on voit, et ce qui m'a absolument fasciné dans votre livre, qui est un livre à la fois technique, scientifique, mais qui se lit parce que on a une espèce de cartographie de l'inconnu. Et moi, ce qui m'a absolument fasciné, je voudrais qu'on parle un peu de ça, Didier Raoult, c'est le nombre dans une séquence de virus, le nombre d'inconnus. Quand vous parlez d'ADN, d'ARN, d'injection, etc., vous dites, voilà, on sait qu'il y a tel, je résume grossièrement en n'étant pas un spécialiste, mais on a telle dose qui arrive, et puis là-dessus, il y a une foultitude enfin, je ne sais pas si des virus, des variants, qui sont là et qu'on ne connaît pas. J'aimerais que vous expliquiez là-dessus, parce que vous montrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, et puis il y a une zone, une terra incognita qui est encore majeure, quoi. Oui, qui est monstrueuse. C'est-à-dire, il y a deux inconnues absolument monstrueuses, qui est la raison pour laquelle on ne peut pas tout expliquer et pour laquelle il est naïf de croire que la science peut tout expliquer, pas plus maintenant qu'hier. On sait beaucoup plus de choses. On sait... C'est un de mes dadas. On sait que ce que disait Darwin, c'est de la science du 19e siècle. C'est pas vrai, quoi. On peut pas imaginer quelqu'un d'intelligent, c'est comme le coup de l'hydroxychloroquine, ne peut pas imaginer que chacune des espèces descend d'un ancêtre unique qui a eu une mutation et qui a fourni toutes les espèces. C'est idiot. On ne peut pas croire à une chose pareille. On le croit. Et Nietzsche, d'ailleurs, si vous lisez ce que disait Nietzsche Darwin, il le traitait de simplet. Donc je suis d'accord avec lui. D'autant que l'on a maintenant une évidence qui est, pour ceux qui savent ça, il y a un mystère qui pendant longtemps moi me titillait quand j'étais jeune. Comment se fait-il qu'il y ait des mammifères qui pondent des œufs, des mammifères qui ont une poche pour incuber leurs petits parce qu'ils n'ont pas de placenta, et des mammifères qui ont un placenta. Ça, c'est mystérieux parce qu'ils ont la même origine génétique. Et
on sait maintenant que ceux qui ont un placenta, en réalité, vivaient dans une zone géographique particulière, avant la dérive du continent, qui prend l'Amérique du Sud et l'Australie, l'Océanie, et qu'ils ont intégré un virus qui est proche du virus du sida et qui fabrique le placenta. Ah ouais. Donc le placenta est le résultat d'une épidémie de rétrovirus qui n'a pas touché, qui a touché un continent de l'époque et pas l'autre, et c'est la raison pour laquelle tous les marsupiaux sont tous en Océanie et de l'autre côté, et les mammifères placentaires sont ceux qui ont été infectés. Ça, on le sait, c'est la forme du virus du sida, et on voit se répéter la même chose chez les koalas maintenant. Donc c'est des choses qu'on, bien sûr, Darwin ne pouvait pas savoir. Donc la transmissibilité de caractère génétique transférable par des éléments infectieux est un phénomène qui est établi maintenant. On sait par exemple qu'il y a 5% des gens, vous peut-être, qui ont des séquences d'un virus qui s'appelle HHV6, un herpès virus 6, qui a été intégré dans votre génome et il y est maintenant. Vous voyez, et ça c'est ce qu'on connaît. Comme on connaît très très peu de choses, ça c'est une première chose. On échange sans arrêt avec l'extérieur des séquences génétiques. Et deuxièmement, on ne sait pas du tout d'où elles viennent, puisque il n'y a que 1% des séquences. On ne connaît pas du tout le génome humain. Quand on vous dit on connaît le génome humain, on vous dit des balivernes. C'est pas vrai. On connaît pas le génome humain. Vous voulez dire que 99% est inconnu du génome? 99% est inconnu, c'est-à-dire que c'est pas qu'il est inconnu, on ne sait même pas où il est. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une séquence dont vous n'avez jamais entendu parler, maintenant vous la connaîtrez, c'est important parce que c'est ce qu'il y a de plus commun dans votre génome. C'est ALU1. ALU1, c'est une petite séquence. ALU1, c'est une petite séquence qui fait 300 bases. Vous en avez 1 million de copies dans votre génome. D'accord. 1 million de copies. Il y en a quelques-unes dont on sait où elles sont. Il y en a une qui vous empêche d'avoir une queue comme les singes, vous voyez, parce qu'elle est venue se mettre dans le gène qui fait la queue des singes, où il y avait déjà un autre ALU1. Maintenant, elle est couplée avec cet autre ALU1, et les grands singes, dont nous, n'avons pas de queue. C'est une des rares localisations qu'on connaisse de ALU. Il y en a 1 million. Ça représente 10% de notre génome, alors que les gènes qui codent pour des fonctions ou des protéines, c'est 1%. Donc il y a déjà 10 fois plus d'ALU. Et il y a 14 fois plus d'une autre séquence répétée. Et ces séquences répétées, on a un problème technique pour finir les génomes humains. C'est pour ça qu'il y a un débat pour savoir est-ce qu'il y a un seul génome humain complet. C'est très difficile parce que ces séquences répétées, on n'arrive pas à les disposer et il nous faudra des moyens techniques différents qui seront capables de faire des séquences longues de 1 million de bases. Pour l'instant, elles font quelques centaines. Donc, à l'heure actuelle, on ne connaît pas vraiment la composition. À l'heure actuelle, on ne connaît pas vraiment la composition du génome humain. Je veux dire, la composition complète. On sait ce qu'il y a dedans, mais on ne sait pas où sont tous ces morceaux. D'accord. Vous voyez, parce qu'ils se réarrangent entre eux. Quand vous avez 1 million de copies d'un truc, comment vous voulez les placer? Savoir où ils sont exactement. Et où ils sont exactement, est-ce que ça change quelque chose à ce que vous êtes? On n'en sait rien du tout. Vous voyez, donc notre niveau d'ignorance actuellement sur le génome humain est considérable. Quant à notre niveau d'ignorance sur les séquences qui se baladent ailleurs, c'est encore pire. Ce que l'on sait en revanche, c'est que ces séquences dont on ignore, avant on appelait ça du junk DNA, c'est-à-dire du DNA poubelle, parce que quand l'homme ne sait pas ce que c'est, il dit ça sert à rien. On n'ose plus dire ça. Il y en a tellement, comme c'est 99%. Mais si vous regardez en fonction du degré de complexité, entre guillemets, des êtres vivants, les bactéries n'ont pratiquement pas de junk DNA. Pratiquement 100% des séquences codent pour quelque chose. Et nous, on est à l'extrémité, on a 99% de séquences qui ne codent pour rien. Qui ne codent pour rien, oui, vous voulez dire, ah oui, c'est ça, qui n'ont pas de liaison, qui ne connotent pas. Mais dites-moi,
quand on parlait, vous savez, quand il y a eu la polémique avec Montagnier, avec Luc Montagnier, paix à son âme, qui disait qu'il y avait des séquences peut-être de virus du sida dans le génome, enfin, dans ce qu'on avait trouvé avec le virus de Covid-19 et qu'il a été traité de tous les noms et de sénile, de charlatans séniles. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, quelques années plus tard? C'est complexe. Les formes, il y a des formes basiques de l'ARN et de l'ADN qui sont, je répète ce terme plusieurs fois, qui sont des tiges boucles. C'est-à-dire qui sont des petits morceaux qui font 200 à 300 bases, qui sont... il y a une partie qui est parallèle, c'est-à-dire qui est parallèle et antiparallèle, donc qui se colle pour faire une tige, et puis une partie qui est variable. Ces tiges boucles sont très petites, et c'est très difficile de les savoir, matcher, d'identifier leur origine. Moi, je crois, vous avez vu, c'est une des théories que j'ai actuellement, que toute l'originalité et l'évolution passe par ces tiges boucles. Et elles peuvent se ressembler de manière étrange. Et ils continuent à arriver des tiges boucles sans arrêt. Donc, comment on pourrait définir comment vous définiriez le disbook, je veux dire comment vous définiriez, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est que par rapport au livre, ce que vous dites là, j'ai remarqué, vous avez parlé d'égoïsme à un moment donné, le gène égoïste, vous savez. Oui. Alors, est-ce que... Oui, je vous en prie, allez-y. Ça, Dawkins disait ça, ce qui était partiellement vrai. Richard Dawkins, oui. Il disait que on avait considéré que depuis Darwin, ce qui était important, c'est les organismes complets, c'est-à-dire les organismes avec tout leur répertoire de choses qui sont soit des gènes, ce dont on parle, soit à l'époque ils connaissaient pas du tout les séquences qui elles sont encore bien plus égoïstes, les séquences non codantes. Et donc à partir de ça, il disait ce qui est le sens de la vie, c'est le gène lui-même. C'est pas l'organisme. C'est-à-dire qu'un gène peut se balader. Alors ça, c'est pas entièrement faux pour les bactéries. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un gène qui code une résistance pour un antibiotique et qui va se balader d'une espèce bactérienne à une autre ou à l'intérieur d'une même espèce bactérienne. Et donc, c'est un gène qui vit pour lui-même. Il parasite un organisme, mais il vit pour lui-même. Il se multiplie pour lui-même. Et d'ailleurs, si vous utilisez plus l'antibiotique, il disparaît parce qu'il n'y arrive plus à l'organisme va le rejeter. Ouais. Donc, cette notion de passer de l'organisme au gène, qui a été créé par Dawkins, c'est une création intellectuelle intéressante, ramène la pièce, la brique essentielle au gène. Mais encore une fois, on a dépassé ça, puisque maintenant, on se rend compte que chez les organismes un peu complexes, la partie des gènes est infime, elle est toute petite. Hein. Alors, justement, Raoult, pour revenir pour reparler de ce qui s'est passé par rapport à, effectivement, ce qui nous concerne tous, et on reçoit ça comme ça, et vous avez vu, vous n'avez pas ignoré que on nous menaçait il y a encore 2 semaines ou 3 semaines, notamment le merveilleux PDG de l'OMS, Thanos, nous menaçait de la variole du singe. Et ce qui me fascine à chaque fois, c'est qu'on vous envoie des pandémies dans la tronche, de cet extrait vulgaire, et on vous dit il va y avoir ça, et puis après on rétroacte, on dit non, au fond c'était pas si fort que ça. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'annonce comme ça? Alors attention, faites attention. D'ailleurs, vous avez vu que notre Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, a ouvert 122 centres de vaccination, là, en prévision de... Encore une fois, c'est toujours la même chose, ou c'est quoi? Non, là c'est encore plus... Là,
il y a plusieurs niveaux là. Le premier, que des gens soient prêts à s'égaler, ce qu'ils ont fait pour fabriquer des millions de vaccins financés par les États pour faire face à une monstruosité, c'est une chose. L'histoire de la variole dite du singe, il est vraisemblable que le réservoir, ce sont des rongeurs, pas du tout les singes. C'est en Afrique centrale. En Afrique centrale, il y en a d'une manière, ce qu'on appelle endémique, c'est-à-dire il y en a régulièrement plusieurs centaines de cas. Ouais. Là, il y a une petite augmentation de la du virus qui s'appelle plus monkeypox pour dire que c'est pas le singe, mais mpox, qui est le mpox 1, qui est celui qui se balade là et capacité de mutation, y compris des gens de mon équipe ont montré qu'il y a des capacités de mutation relativement importantes. Ouais. Il y a eu un mutant qui s'appelle mpox 2 et ce mutant s'est introduit dans une rare partie sexuée. Et dans cette partie sexuée, il y a eu des centaines de gens qui ont eu des rapports sexuels de type homme avec homme, qui ont donné des centaines de milliers de cas en Europe, chez les hommes. Et d'ailleurs, les photos, nous, qu'on a eues essentiellement, c'est des vésicules autour d'anus. Et ça, il y a eu 0 mort en France avec ça. 0 en France. 0. Et en tout, aux États-Unis, ils estiment qu'il y a eu 200 cas. Il faut voir que, bien sûr, il y a une conjonction de risques avec l'infection par le virus HIV parce que c'est les mêmes types de rapports qui amènent à l'infection HIV et que dedans il y avait des gens qui étaient immunodéprimés. Donc c'est une maladie qui donne des vésicules et des pustules. Généralement on la reconnaît assez facilement, au moins dans cette forme-là, la forme qu'on a connue en Occident. Ça touche essentiellement les organes génitaux ou les organes qui peuvent servir à avoir des rapports sexuels. Et ça a touché plus de 96% d'hommes ayant des relations avec d'autres hommes, enfin des homosexuels, quoi, plutôt. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc, si vous voulez, au tout début, en dépit de l'évidence, c'est-à-dire du fait, on sait les 2 rares parties d'où c'est parti d'Espagne et des Canaries. Et on dit que c'est pour tout le monde. Pardon ? Et on dit que c'est pour tout le monde après. Enfin, on dit que c'est pour tout le monde après. Ça, Et après, le fait est que il ne faut pas dire ce que je comprends bien. Je comprends bien ces sentiments qui ne sont pas de mauvais sentiments. On dit il ne faut pas stigmatiser des types de rapports sexuels ou des comportements. Moi, je suis bien d'accord. Mais de là à affoler toute la population, alerter les bébés, et les bébés vont être malades parce qu'il y a le monkeypox qui arrive en Europe, c'est pas raisonnable. Voilà. On se retrouve. On se retrouve juste après cette petite pause. Merci. Tout de suite avec Didier Raoult. Pardon, vous avez une réaction, une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou à réagir sur notre Facebook Live. On retrouve André Berkoff et son invité juste après la pause. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Didier Raoult, on a parlé effectivement de ces mystères comme le placenta chez les mammifères et comment ça se passe. Mais il y a des choses justement dans votre livre, et c'est assez fascinant, c'est que vous dites en fait l'évolution n'est plus ce qu'elle était, je dirais, comme quelqu'un qui disait l'avenir n'est plus ce qu'il était. Effectivement, on voit, il se passe des choses, notamment en Occident, car on en a beaucoup parlé déjà, mais justement le diabète, l'obésité, la baisse de testostérone ou de sperme, le QI, le colis. On a l'impression effectivement, et vous en parlez dans votre livre, qu'on est à la veille, je ne dis pas d'une apocalypse, mais d'une véritable rupture dans l'évolution telle qu'on l'a connue depuis peut-être en tout cas des dizaines de milliers d'années, depuis que l'homo sapiens ou même le néandertal est là. En réalité, je ne crois pas que ce soit nouveau. C'est-à-dire, ça m'intéresse beaucoup, et les raisons, ça fait au moins 12 ans que je veux écrire ce livre, et que j'avais besoin d'éléments pour l'alimenter. Ce qui est très intéressant, ce que j'ai écrit à un moment, c'est que toutes les civilisations urbaines ont disparu.
Toutes les civilisations urbaines ont disparu. Ouais. Où que vous alliez, que ce soit, on en a découvert maintenant une quantité en Amérique du Sud, on en a découvert au Zimbabwe, on en a bien entendu toutes les civilisations urbaines méditerranéennes ont disparu il y a 3500 ans de rois, les Hittites, le nouvel empire égyptien. Et donc c'est très frappant de voir que les civilisations urbaines disparaissent. Ouais. Et donc, c'est intéressant de voir maintenant, pour n'importe quelle raison, parce que chacun explique les choses à sa manière. Moi, je fais de la virologie, j'explique comme ça. D'autres l'expliquent par la sociologie. Mais ce serait le cas pour nous, on peut dire ça, que nos civilisations urbaines à nous... C'est bien possible, parce que, si vous voulez, ce qui fait une épidémie, c'est la densité d'une espèce unique à un endroit unique. C'est pour ça, c'est les villes qui font ça. Et on a eu, nous, l'occasion, une de mes anciennes élèves avait fait un travail sur quelque chose dont on avait dit que c'était impossible parce qu'il n'y avait pas de poux en Norvège quand il faisait trop froid, et pas de rats. Elle a étudié des séquences de tout un village norvégien qui avait été séquencé sur un aspect sur lequel il n'avait pas regardé, et elle a trouvé qu'ils étaient morts. Ce village, cette petite concentration urbaine, étaient tous morts de peste. De peste, oui. D'accord. Et si vous n'avez pas une concentration urbaine suffisante, bien entendu, vous ne pouvez pas avoir d'épidémie de peste. Ouais. Parce qu'il faut des poux, et que pour avoir des poux, il faut avoir beaucoup d'humains. Et donc, si vous voulez, les épidémies, chez les animaux, c'est la même chose. Ce qu'on appelle des épizooties aussi. Vous avez vu la grippe aviaire. Ça a tué des millions d'oiseaux parce que les oiseaux sont élevés dans des îles d'oiseaux. Ce sont des millions d'oiseaux. Vous voyez, les poules en particulier. Et donc, à chaque fois que vous avez les regroupements massifs d'une espèce unique, si un microbe est adapté à cette situation, il va filer là-dedans de manière extraordinaire. Ça, on le sait, ce sont les épidémies. Alors, on connaît bien les épidémies qui ont une traduction maladie. Ouais. Mais celles qui n'ont pas de traduction maladie, comment voulez-vous le savoir? Mais est-ce que celles qui n'ont pas de traduction maladie peuvent entraîner la mort? Cette mort urbaine dont vous parlez, cette mort de civilisation? Oui, elles peuvent entraîner. Moi, je suis frappé, si vous voulez, je ne sais pas si c'est la civilisation ou la télévision. Il y en a qui disent que c'est la télévision, mais moi, je suis frappé, si vous regardez au XXIe siècle, il y a une baisse de la taille des humains. Ceux qui surveillent le mieux ça, c'est les Hollandais. Ils ont perdu 1,5 cm au XXIe siècle. On devient idiot quand même. On a perdu plusieurs points de QI. En France, Mais c'est sûr, ça, c'est confirmé, c'est prouvé. Oui. Ouais. Non, et notre espérance de vie dans les pays qui avaient le plus d'avance ne progresse pas beaucoup, et les seuls chez qui ça a progressé ont un effondrement de fertilité qui est considérable. Ouais. Donc il n'y a pas... Mais Didier Raoult, ça explique l'épaisseur du mur de la connerie alors, qui augmente. Peut-être. Oui, enfin, j'ai peur que le mur de la connerie ait existé de tous les temps. Je pense qu'on a toujours pu raconter n'importe quoi à n'importe qui. N'oubliez pas Goebbels, quand même. Goebbels, c'était quand même un maître de la communication et de la propagande. Et quand même, il a réussi fin 44, et il faisait toujours croire aux Allemands qu'ils allaient gagner la guerre. Hein. Oui. Donc, il y a quelque chose quand même qui fait que que moi je m'explique mal, qui est la différence entre l'empirisme, ceux qui regardent ce qu'ils voient, et puis ceux qui écoutent ce qu'on leur dit. Deux mondes différents quand même. Didier Raoult, il y a plusieurs auditeurs qui veulent, je crois, intervenir. Marie? Oui, en effet. Alors nous avons au téléphone Michel du Lot. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour, Monsieur Raoult, bonjour Monsieur Verkoff. J'écoute votre émission. Pour illustrer ce que vous venez de dire, je rappellerai uniquement le phénomène de la myxomatose chez le lapin, qui donc est une maladie qui ne survient que quand ils sont en surnombre. Et j'aurais voulu aussi, alors c'est pas tout à fait ma question, mais je voulais vous dire que, je sais pas si vous connaissez la phrase de Pasteur sur son lit de mort, qui nous a dit « Je me suis trompé,
Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Didier Raoult. Voilà. On attribue la phrase aussi à Metchnikov. Ce qui est vrai, c'est que à l'époque de Pasteur, et puis la vie est comme ça, il ne faut pas juger les scientifiques hors de leur contexte. Pasteur a passé sa vie à se battre comme un chiffonnier pour pouvoir démontrer qu'il y avait des maladies qui étaient dues à des microbes. Que après il a amené les choses à se simplifier à ce point et à dire tous les microbes, chaque microbe va donner une maladie chez chaque humain. C'était d'époque. C'est une époque où il fallait passer par cet épisode qui était la simplification, c'est le microbe est tout et l'autre n'est rien. Eh bien, mais en face, il y avait Metchnikov qui disait le microbe, Metchnikov avait fait quelque chose de tout à fait extraordinaire qu'on pourrait pas imaginer maintenant. Mais Pasteur aussi, il faisait des choses qui, sur le plan d'éthique, étaient pas très acceptables maintenant. Et Metchnikov avait cultivé le vibrion du choléra et il avait fait boire ça à tous les techniciens de son laboratoire pour voir si c'était le choléra. Et il y en a qu'un qui a fait du choléra, c'est celui qui prenait un antiacide qui fait que le vibrion du choléra n'était pas détruit par l'acidité gastrique et il a fait un choléra bénin. Enfin, il a fait un choléra, tandis que tous les autres techniciens qui ne prenaient pas de tampons n'ont pas fait le choléra. Donc il disait, écoutez, voyez, c'est la preuve, c'est le terrain qui compte, c'est pas le terrain. Je peux revenir. Oui, rapidement. Voilà, Michel. Rapidement. C'est juste lors de la campagne de vaccination contre le Covid, nous avons été obligés de noter la latéralité du bras que nous avons vacciné. Si nous ne le notions pas, nous ne pouvions pas valider la vaccination. Quel est le support scientifique de noter si c'est le bras droit ou le bras gauche qui a reçu le vaccin? Je pense que c'est très important. J'espère. L'histoire n'est pas finie. Elle continuera. J'espère. Il y a eu des gens. Beaucoup de gens ont eu des ganglions du côté vacciné, bien sûr, puisque les ganglions drainent, si vous voulez, tout ce que vous injectez dans le bras, vous le retrouvez dans les ganglions qui sont dans les selles. Donc il y a beaucoup de gens qui ont eu des ganglions. Il y a des gens qui ont rapporté des lymphomes, c'est-à-dire des cancers des ganglions. On verra bien là aussi. Avec le temps, on verra bien s'il y a une fréquence plus importante des ganglions. Il y a des gens qui écrivent ça en ce moment. Des ganglions du côté du cou et des selles du côté qui a été vacciné que de l'autre côté. De l'autre côté. On verra bien. C'est le temps là aussi. Vous savez, faire la distinction entre les cas anecdotiques et les véritables séries qui ne peuvent être faites que par les États. Absolument. Un peu de temps. Alors, juste une petite pause, dernière petite pause, et on va prendre aussi d'autres auditeurs. Nous en avons beaucoup. Oui, après la pause, nous retrouverons Jean-Marc qui nous appelle de Narbonne. Mais d'abord, une petite page de publicité. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Didier Raoult, qui est beaucoup plus calme, effectivement, que moi. Donc Homo Chaoticus aux éditions Michel Lafon, Révolution dans l'évolution, énormément de choses à dire, il nous faudrait 10 heures pour en parler longuement, et je crois que nous avons aussi Jean-Marc Oui, tout à fait André, nous avons Jean-Marc qui nous appelle de Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour professeur, bonjour André, heureux de vous retrouver. Merci. Heureux de vous retrouver. Je vais poser une question au professeur, mais avant de poser une question, bien sûr j'ai écouté l'émission au niveau intellectuel, pourquoi les gens sont moins intelligents qu'avant. Bon, moi je l'écris sur mon livre, là, j'ai une théorie dessus, c'est la peur. Je pense que plus les gens ont peur et moins les gens ont de réflexion, donc on peut appeler ça l'intelligence. Et la peur, je pense qu'elle vient des millions d'informations que nous recevons au XXIe siècle, et je pense également qu'il y a très peu de gens qui sont capables de recevoir autant d'informations et ne pas tomber dans une mauvaise information qui entraîne, elle, la peur. Et puis comme disait, je crois que c'est Épicure qui disait ça, de toute façon la mort, tant que j'y suis, elle n'y est pas, et quand elle y est, je n'y suis plus. Voilà, ça c'était un aparté.
Mais j'ai une question donc à poser au professeur Raoult, d'ailleurs, que je remercie de m'avoir soigné, toute ma famille ainsi que mes amis, et d'avoir été reçu à l'IHU de Marseille en 3 étoiles, parce qu'il soignait les gens vraiment avec le professeur Millon, avec une correction, une dignité incomparable. Alors Jean-Marc, votre question. Ma question, c'est professeur, dans les pays qui se sont fait vacciner à outrance, il y a entre 6 et 8% de surmortalité. Alors quand on parle de surmortalité, je le dis pour les auditeurs, c'est les gens en dessous de 60 ans, parce que bien sûr si la population vieillit, on meurt encore plus. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette surmortalité, professeur, due à la vaccination? Didier Raoult. D'une part, je ne connais pas ces chiffres, et la causalité, c'est toujours savoir ce qui est dû à quoi est toujours extrêmement difficile. Je pense il y a certains pays qui ont une veille épidémiologique très précise. Je pense au Danemark, par exemple. Au Danemark, il y a le suivi médical de 100% de la population. Donc on verra bien, avec un peu de temps, on verra bien si, en comparant les gens qui ont été vaccinés et pas vaccinés, il y a plus de morts et de quoi ils sont morts. Pas de conclusion hâtive. Pour l'instant, on sait qu'il y a des gens qui sont morts après vaccination. Le pourcentage, je ne connais pas. Il y a des gens qui sont morts de myocardite, c'est-à-dire d'atteinte cardiaque. On le sait, il y a eu des autopsies, on a trouvé le virus dedans. Donc on a les éléments de causalité, c'est-à-dire on sait que la cause de la mort des jeunes par myocardite était bien le vaccin. Pour le reste, si vous voulez, les choses sont complexes. On est à peu près certain qu'il y a des accidents vasculaires cérébraux qui ont été liés chez des gens jeunes et moins jeunes qui ont suivi le vaccin dans les 15 jours. Mais tout ça est difficile à dépioter, d'autant que, encore une fois, par exemple, nous, à l'IHU, il y a quelqu'un qui a fait une embolie pulmonaire 29 jours après la vaccination. On n'a pas pu le déclarer à la pharmacovigilance parce que il fallait tenir compte que des 28 premiers jours. Vous voyez. Donc, bien sûr, c'est tous. Didier Raoult, oui, juste un mot, parce qu'on arrive en fin d'émission, hélas, mais on va reparler de tout ça. L'histoire du QI, là, dont Jean-Marc parlait ici, et cette espèce de baisse du QI, quand même, qui nous interpelle vraiment au-delà, c'est quelque chose qui est inéluctable, disons, enfin, si ça continue comme ça, on a une idée ou pas? Vous savez, mon motto à moi, c'est je prévois jamais rien. C'est vrai. Mais je prévois jamais rien. Ce que l'on voit, alors au début, les gens disent non, c'est pas vrai, mais c'est tellement général en réalité qu'on se rend compte que c'est vrai. Voilà, il se passe un truc, les gens ont un QI qui baisse, alors que il y a l'effet de Flynn qui a été décrit pendant le XXe siècle, où on a vu le QI monter. Le QI étant biaisé par le fait qu'il y a une partie très importante de la mesure du QI qui est basée sur le vocabulaire. Et donc, quand les gens ont appris à lire, la proportion de ceux qui reconnaissaient les mots a augmenté d'une manière qui était spectaculaire. Donc, on a vu le QI augmenter pendant tout le XXe siècle et on se posait la question, moi-même, je me la suis posée, jusqu'où est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va continuer comme ça? Ben non, ça n'a pas continué, ça a diminué. Ça s'est associé, c'est très intéressant, ça s'est associé à quelque chose en parallèle. Ceux qui ont maintenant le meilleur QI mesuré, c'est les pays d'Extrême-Orient. D'accord. Ça se voit d'ailleurs, rien n'est mystérieux. En même temps, il y a des tests qui sont faits annuellement de performance chez les étudiants, qui s'appellent PISA, dans tous les pays de l'OCDE. Bien sûr. Et c'est, bien entendu, c'est aussi en Extrême-Orient dans le nord de l'Europe qui a les meilleurs résultats, mais en Extrême-Orient, c'est aussi là qu'il y a les taux de fertilité les plus bas. Oui. On ne sait pas si c'est lié, mais parce que ceux qui sont les plus intelligents d'entre nous ne font pas d'enfants. Et ça, pour conclure, Didier Raoult, on va citer cette phrase que j'ai eue dans un livre, je ne sais pas de qui elle est, mais j'adore. Il dit: Dieu a créé le monde, le reste, c'est les Chinois qui le font.
Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Didier, le Homo Chaoticus, chez Michel Lafon, Révolution dans l'évolution. Prenez le temps de le lire.